Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Vous savez ce qu'on dit chez les Bretons? En Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Vous êtes prévenus car nous serons justement en Bretagne dans quelques instants, aux côtés des sauveteurs en mer, des marins aussi courageux que solidaires. Au nord de Miami, je vous raconterai le fantasme d'un mania de la presse, jouer au Lego grandeur nature avec les pierres d'un monastère espagnol, sachant que les plans ont été perdus, sinon ça serait moins drôle. Et puis au Népal, on ne fera qu'une bouchée des momos, des raviolis vapeur plus politiques qu'ils n'en ont l'air. Comme chaque jour, pour nous mettre en jambes, voilà la devinette. Savez-vous comment les tribus de l'île de Pâques s'affrontaient-elles ? Alors ce n'est pas avec des armes, sinon la réponse serait trop simple. Pour montrer leur supériorité, elles s'opposaient dans une compétition artistique et spirituelle. Je vous expliquerai laquelle en fin d'émission. Allez, d'ici là, notre première étape nous amène tout droit à Singapour. C'est l'une des mégapoles les plus high-tech de l'Asie du Sud-Est, mais aujourd'hui, ce sont les portes des vieilles maisons du quartier chinois qu'on va pousser, grâce à l'écrivaine Catherine Lim. C'est l'inspiration. Il était une fois, à Singapour, durant les années 50, une petite fille qui vivait dans une famille chinoise et pauvre. Un funeste matin, sa mère lui demande de mettre ses plus beaux habits pour qu'elle l'emmène acheter des friandises. C'est un mensonge. La mère conduit la petite dans une grande maison appartenant à de riches Chinois. La fillette découvre que sa mère l'a vendue comme servante. Abandonnée, elle n'a pas d'autre choix que de s'adapter à cette nouvelle vie. Ce conte cruel singapourien, La maîtresse de Jade, est l'œuvre de Catherine Lim. Engagée, autrice de 5 romans et de 9 recueils de nouvelles, cette ancienne professeure de lettres d'origine chinoise, née en 1942, a mis en lumière le rôle des femmes dans l'immuable communauté chinoise de Singapour. Publié en 1995, traduit dans le monde entier, La maîtresse de Jade raconte la solitude d'une jeune servante et son impossible histoire d'amour avec le jeune maître de maison. Dans la Singapour des années 50 où elle grandit, nombre d'exilés miséreux venus de Chine ou d'Inde peinent à survivre dans ce qui est alors une colonie anglaise, tandis que quelques riches Chinois tirent leur épingle du jeu et collaborent avec le pouvoir britannique. Une promiscuité avec l'au-delà qui se ressent à Chinatown. Le quartier chinois, au cœur de Singapour, date du 19e siècle. Les shop houses, ces maisons à 2 étages, à la fois magasins et habitations, ont été construites par des familles de migrants chinois qui, dans les années 50, constituent les 3/4 des habitants de l'île. Leurs descendants prolongent leurs jeux et prières millénaires à l'ombre de l'arrogant quartier d'affaires d'une Singapour devenu l'un des pays les plus riches du monde. C'est l'un des endroits les plus populaires de Singapour qui rappelle les origines sociales de Anne, la jeune héroïne du roman de Catherine Lim, La maîtresse de Jade. Ce quartier n'est pas le Chinatown dans lequel ma génération, ou celle de Catherine Lim, a grandi. Quand nous étions petits, il n'y avait pas de gratte-ciel. Tout cela date de ces 20 dernières années. Autrefois, Chinatown était un quartier très animé, où les gens venaient marchander puis acheter. Catherine a été la première femme écrivaine qui a su capter ce que j'appellerais la sensibilité de Singapour, d'une façon très réaliste. Je dirais que Catherine est l'écrivaine du peuple. Les voisines plaisantaient au sujet des grossesses, mais jamais des naissances, qui étaient sordides et pitoyables et survenaient immanquablement en l'absence du père, qu'on ne réussissait jamais à trouver ni à ramener à la maison. Les Chinois, à l'époque, n'utilisaient pas de contraception. Donc les gens avaient beaucoup d'enfants, vous comprenez ?
Mais beaucoup d'entre eux étaient bien trop pauvres pour pouvoir nourrir tous ces enfants. À l'opposé des riches Chinois qui se sont fait une place aux côtés des Anglais dans la Singapour coloniale, ceux qui étaient à leur service s'épuisaient au travail, parfois assujettis à l'opium, comme le père de la petite fille du roman. Catherine Lim, as a Singaporean writer, Si en tant qu'écrivaine singapourienne, Catherine Lim est connue dans le monde entier, c'est parce qu'avec son roman La maîtresse de Jade, elle est devenue une sorte de Dickens. Ce genre d'écrivain qui dénonce les inégalités de la vie, qui montre combien l'être humain peut être cruel. Quand la jeune héroïne Anne arrive dans la magnifique maison de la famille Wu comme servante, elle est traitée comme une moins que rien. La nuit tombait. L'enfant se redressa et s'assit sur le sol. Petit être solitaire dans ce vaste espace de maison où on l'avait abandonné pour la réduire au silence. Dans le roman, Anne grandit et réalise peu à peu qu'elle a été vendue et ce que cela signifie. Des années plus tard, quand Anne serait une jeune femme, le souvenir de cette journée, la dernière avec sa famille, reviendrait souvent dans ses pensées les plus profondes. Elle serait alors capable de se rappeler, avec une très grande précision de détail, l'arrachement à la chaleur du lit, les éclaboussures d'eau froide. La transformation de l'enfant en jeune fille dans une Singapour traditionnaliste est longuement détaillée par Catherine Lim. L'un des sujets que Catherine Lim a abordé sans aucune honte, c'est les menstruations des femmes. À Singapour, dans les sociétés asiatiques, on ne parle pas du tout de ça, surtout à un homme. Elle a toujours été franche, très directe. Elle parle des règles des femmes parce que quand les gens voient du sang sur un sous-vêtement féminin, ils éprouvent une répulsion. À 12 ans, elle s'éveilla un jour à l'aube en sentant une tache humide dans son pantalon. Chaque fois qu'elle montait les vases de nuit ou le thé chaud, elle cachait avec précaution ses seins naissants au regard scrutateur des hommes. Maintenant, leur long nez avide allait aussi sentir son premier sang. Catherine Lim n'a pas peur de choquer pour éclairer les consciences parce qu'avant elle, à Singapour, très peu d'écrivains avaient osé parler des problèmes des femmes. Les écrivains étaient tous des hommes et la plupart étaient ignorants de ces problèmes, ou bien ils faisaient semblant de l'être. En empruntant Emerald Hill Road, le chemin de la colline d'émeraude, on découvre un quartier calme et ombragé, jadis une plantation de muscadiers. C'est là que les Chinois de la classe dominante se faisaient construire une maison lorsqu'ils s'étaient suffisamment enrichis pour s'éloigner de ceux qu'ils considéraient comme la plèbe. Des maisons comme celle de la famille Wu, dans laquelle Anne, l'héroïne du roman, tente de survivre à la réalité de sa condition et aux hommes, sordides coulisses d'un monde qui, malgré tout, l'hypnotise. Le chinois baroque, c'est ainsi qu'on qualifie le style des maisons construites dans la première moitié du XXe siècle, qui se suivent et se ressemblent, fusionnant motifs chinois et néoclassiques européens. Dans le roman, chez les Wu, Anne est complètement subjuguée par la splendeur de la maison, ses pièces luxueuses, ses richesses. Anne se tenait devant l'immense demeure aux énormes colonnes vertes et au toit rouge incurvé, dont l'entrée était gardée par 2 féroces lions de pierre. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi somptueux.
Elle décrit les Wu comme une famille admirée par tout le monde, surtout grâce à leurs richesses, à leur immense maison, à leurs vêtements et aux bijoux qu'ils exhibent. C'est une famille patriarcale qui traite les employés qui leur ont été vendus comme s'ils étaient leurs esclaves. Ces serviteurs doivent répondre aux besoins de ceux qui les ont achetés. Ils sont considérés comme de la marchandise, rien de plus. Ils doivent les satisfaire, y compris sexuellement. Dans le roman, Anne parvient à échapper à la violence des hommes que subissent les autres servantes des Wu. Quatrième frère aîné haletait et grognait, tel un sanglier vorace, tandis que le corps blanc de vent dans la tête bougeait docilement en rythme. Catherine Lim est très critique à l'égard de cette société patriarcale qui condamne les femmes à un rôle de subordonné des hommes. Elle est féministe dans le sens où elle croit en l'égalité des sexes. Anne, devenue une belle jeune fille, rêve d'une histoire d'amour avec le fils du défunt maître de maison auprès duquel elle a grandi. Un amour socialement impossible. Espérant parvenir à se faire aimer, elle prie, elle croit en une force supérieure qu'elle appelle déesse et qui, dans sa religion syncrétique chinoise, cohabite avec de nombreuses divinités. Dans La maîtresse de jade, Anne et les autres servantes se rendent souvent dans les temples de Singapour pour conjurer le sort. Tien Hock King Temple, le temple du bonheur céleste, est l'un des plus anciens et des plus importants. Construit dès 1839, il est dédié à Matsu, la déesse de la mer, présente dans de nombreux cultes chinois. Dans le roman La maîtresse de jade, je pense que les serviteurs prient pour avoir une vie meilleure, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'issues possibles pour eux. Donc, dans cette impasse où ils se trouvent, la religion est la voie de leur salut. Mais la prière a ses limites. Anne est finalement spectatrice du mariage arrangé entre Wu, l'homme qu'elle aime, et une riche héritière. Elle rêve de reconquête, mais ne parvient qu'à devenir sa maîtresse, perdant son honneur et sa virginité. Une concubine clandestine. Mais Catherine Lim lui offre une autre destinée. À la fin du roman, Anne devient une divinité, une sorte de sainte pour toutes les femmes qui veulent affirmer leur liberté. Après avoir quitté notre monde, Anne a cet étrange pouvoir qui semble perdurer. Je pense que la façon dont Catherine Lim maintient la présence de ce personnage signifie que quelle que soit la manière dont vous essayez de l'enchaîner ou de le contraindre, sa présence continuera de subsister. On se souvient des gens pour leur force, pour la manière dont ils se sont battus. L'esprit et la ténacité demeurent. Quelques années après la mort de la servante Anne, on érigea un sanctuaire à la déesse qu'on dénomma la déesse qui a des yeux et des oreilles, parce qu'elle regardait et écoutait toujours avec compassion. Des femmes venaient prier et apporter des offrandes d'encens, de fleurs, d'aliments,
et d'argent. Vous l'avez entendu, on brûle de l'encens et on offre de la nourriture aux divinités, mais une fois par an, les fantômes eux aussi réclament des offrandes. Et à Singapour, il vaut mieux ne pas les contrarier. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. On a beau être fantôme, on peut avoir les crocs, la dalle, les steaks. Souvenez-vous, dans Ghostbusters, du fantôme bouffe tout. C'est pour ça qu'à Singapour, des buffets sont régulièrement dressés pour soulager les petits creux ou les grandes faims de tous les ectoplasmes qui nous entourent. Du riz, des cochons de lait, des fruits, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. On peut dire que Singapour, c'est ghost-friendly. C'est une tradition dans la cité-État. Le 15e jour du 7e mois lunaire, on accueille les esprits qui reviennent hanter les vivants. Ils arrivent tout droit des enfers. Cette célébration porte un nom, la fête des fantômes affamés. Et vu la profusion, il est assez évident que les fantômes, il vaut mieux les avoir en photo. Qu'est-ce qu'ils bouffent? Des estomacs sur pattes. À côté, Gargantua a un appétit d'oiseau. D'autant que les bougres ne se contentent pas d'une bonne bouffe. Il leur faut aussi des cadeaux, sinon ils sont contrariés, et un fantôme contrarié, ce n'est jamais bon. On ne lésine donc pas sur le présent. Des billets de banque, des montres, des voitures de luxe, des téléphones ou des ordinateurs. Le tout en papier, heureusement, parce qu'il n'y a que sous forme de fumée que les fantômes peuvent recevoir leurs cadeaux. C'est sensiblement pour la même raison qu'on brûle de l'encens, il paraît que ça les rassure. Cette fête des fantômes affamés trouverait son origine au XIXe siècle. À l'époque, de nombreux Chinois travaillent, vivent et meurent à Singapour. Et selon la croyance, si le corps du défunt n'est pas rapatrié en Chine, auprès des siens, les âmes sont perdues et se mettent à hanter ces lieux loin de chez elles. Mais heureusement, au matin du 30e jour, ils retrouvent le chemin de l'enfer. La porte se referme sur eux. Au revoir et à l'année prochaine. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Vous vous souvenez des paroles de Renaud? Eh bien, c'est justement pour ne pas se laisser prendre par la mer que les pêcheurs ont contredit la chanson et développé un immense réseau de solidarité dans le Finistère. C'est l'héritage. Sur cette intervention, il y a quand même quelques petits risques parce qu'on va être tout près de la côte, tout près des rochers. Anne va faire la victime. Elle sera sur les cailloux. Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes. C'est la devise des sauveteurs en mer, comme le sauver ou périr des pompiers. Ces hommes et ces femmes, bénévoles pour la plupart, prennent chaque année en charge en France près de 30 000 personnes. C'est en Bretagne que leur histoire commence. Les marins finistériens sont parmi les premiers à s'organiser sur le territoire français pour créer des stations de sauvetage et améliorer les conditions de vie et de navigation des pêcheurs. Le Finistère a écrit un chapitre majeur de l'histoire sociale de la France, celui de la solidarité des gens de mer. Une histoire de courage qui se joue sur l'eau comme sur la terre. À une dizaine de kilomètres de la pointe du Raz, connue pour ses vents violents, Audierne, dans le Finistère, est un vieux port breton. Ses quais bordés d'imposantes maisons d'armateurs racontent l'ancienne prospérité de la ville, qui a vu naître au XIXe siècle l'une des 4 premières stations de sauvetage françaises. Depuis plus de 150 ans, les sauveteurs partent pour le large, de jour comme de nuit, et de manière totalement désintéressée. C'est du bénévolat, faut le rappeler quand même, c'est vraiment du bénévolat. Les gens qui font ça, ils le font avec leur cœur et avec leur tripes, parce qu'ils ont envie de rendre service aux autres. Dès que quelqu'un a un problème, on doit y aller, quoi. Même si on n'est pas sauveteur. On ne peut pas laisser quelqu'un en difficulté en mer. Il y a deux ou trois interventions qui m'ont vraiment marqué.
une intervention sur un noyer qu'on est parti chercher au large de l'île de Sein. Donc on est arrivé près du noyer qui était repéré. Donc j'ai sauté à l'eau avec un plomb dur pour le récupérer. Et là, quand on se retrouve avec un noyer complètement dénudé, là on est tout seul. L'équipage est derrière, mais on est tout seul face aux morts. Là. Et là, pendant 2 ou 3 nuits, ça me revenait, les images me revenaient. La Bretagne est connue pour ses eaux traîtres, piégeuses, ses côtes découpées et ses tempêtes qui ne pardonnent pas. Mais ce sont 2 naufrages à des centaines de milles nautiques de là qui vont au début du 19e siècle bouleverser la France. L'Amphitrite d'abord. Le 3-mâts anglais coule le 31 août 1833 en face du port de Boulogne-sur-Mer. Les quelques pêcheurs qui se portent à la rescousse ne peuvent empêcher le drame. 133 personnes perdent la vie, dont 108 femmes et 12 enfants. Puis, en 1855, c'est au tour de la Sémillante, une frégate de la Marine nationale. Déchirée par les rochers des îles Lavezzi au large de la Corse, elle sombre en emportant environ 700 marins. À l'époque où les bateaux étaient à voile, ils n'étaient pas très manœuvrants et ils venaient se fracasser sur les rochers, soit avec le courant, soit avec le vent. Après ces naufrages, l'amiral Rigaud de Genouilly crée le 12 février 1865 la toute première société centrale de sauvetage des naufragés, qui deviendra plus tard la Société nationale de sauvetage en mer. L'impératrice Eugénie lui offre ses premiers canots et très vite, des stations de sauvetage voient le jour. À Audierne, Saint-Malo, puis Groix, Roscoff, Ouessant, Le Conquet ou l'île de Sein. En à peine 2 ans, le secours maritime prend en Bretagne une ampleur inédite. Le naufrage, il pouvait être détecté de terre. Donc à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui se baladait avec un klaxon dans la ville d'Audierne pour rameuter l'équipage. Donc le bateau était dans une charrette qui était mise à l'eau et les gars, c'était à la rame, quoi. Et donc il fallait des gars costauds pour tirer sur les rames. Pour l'opinion publique, ces sauveteurs en mer deviennent des héros, ordinaires et anonymes. Ils cachent pourtant une autre réalité, la pauvreté endémique de ces pêcheurs, prolétaires de la mer. Mais cette solidarité, née en mer, va se prolonger sur la terre, notamment par l'entremise d'un homme, Jacques de Tézac. Chrétien et philanthrope, il développe auprès des marins ce que le catholicisme social a déjà mis en place avec les ouvriers pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est ici, à Sainte-Marine, qu'il commence ses bonnes œuvres. Village de pêcheurs depuis le XVe siècle, Sainte-Marine s'est transformée en port de plaisance. Cette anse protégée du vent comme de la modernité ressemble encore aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 150 ans. Sainte-Marine, c'est l'embouchure de l'Audet. Et le long de cet estuaire de l'Audet, remontant vers Quimper, on a des châteaux, on a des maisons de maîtres. Donc c'est un lieu de villégiature pour l'aristocratie, pour la grande bourgeoisie. Ce n'est pas un hasard non plus si Jacques de Tézac, l'aristocrate, s'installe ici à Sainte-Marine. Nous sommes en 1888. Jacques de Tézac, jeune rentier passionné de voile, navigue 6 mois de l'année de port breton en port breton. Il découvre alors un monde dont il ignorait absolument tout. Celui de la dure vie de labeur des pêcheurs du Sud Finistère. Amoureux de la photographie, il multiplie les clichés et traverse une crise de conscience. Il est très marqué par l'encyclique Rerum Novarum de 1891 du pape Léon XIII, qui dit aux catholiques d'aller aux ouvriers, d'aller vers les gens du peuple et de tout faire pour essayer de les aider. Donc c'est le grand mouvement des œuvres catholiques, des œuvres sociales catholiques.
Il va vouloir vraiment s'engager dans une lutte. Et il va démarrer par un ouvrage. C'est l'almanach. Cet almanach du marin breton réunit toutes sortes de renseignements utiles aux marins. On a des conseils de sécurité, le nécessaire à bord, on a l'utilisation de la boussole, des cartes marines. C'est une sorte de vadémecum, quoi. Tout ce qu'il faut savoir pour bien naviguer. Le succès est immédiat. Quelques 250 000 exemplaires sont écoulés en 15 ans. Plus de 120 ans après, l'almanach du marin breton continue d'être un outil indispensable aux gens de mer et les revenus de sa vente alimentent un fonds d'aide financière pour les pêcheurs. Mais Jacques de Tézac ne veut pas en rester là. Dans ces ports-là, on a un véritable prolétariat maritime, en fait, puisque nous avons donc ces milliers de pêcheurs qui vivent dans des conditions assez difficiles, assez rudes. Les marins étrangers au port n'avaient pas d'autre solution que de cabaner. Alors cabaner, ça veut tout simplement dire de tendre une voile et on va donc s'installer dessous pour passer la nuit. Dans une voile encore humide, on va faire la cotrillade, c'est-à-dire une sorte de sauce de poisson. Et puis, pour se réchauffer le cœur, on prend un petit coup de lambic, d'eau de vie. Sa fortune, il l'utilise pour offrir aux pêcheurs des abris sains et bien chauffés. Si possible, loin des bars. En 1899, Jacques de Tézac crée l'abri du marin, le premier d'une longue série. Jacques de Tézac choisit bien sûr d'identifier ces abris du marin. C'est pour ça qu'il choisit un enduit rose. Rose comme le bonheur. Voilà, il l'a écrit dans ses notes. Ce sera la maison du bonheur, ce sera la maison du marin, sa maison à lui. De 1900 à 1933, il fait construire 11 autres abris. Celui de Sainte-Marine, aujourd'hui transformé en musée, date de 1910. Ici, on est à l'étage de l'abri du marin de Sainte-Marine et puis on découvre les badettes dans lesquelles les marins en relâche pouvaient dormir, enroulés dans leur cap au bras, dans leur grande cape. Aussitôt, c'est un succès. Aussitôt, les marins trouvent le chemin de l'abri et s'y retrouvent pour discuter, jouer, lire. Dans ces abris du marin, il y a au mur également tout un décor qui leur est familier, puisqu'on a des cartes marines et mêlés à tous ces éléments décoratifs, on a aussi des éléments de propagande, bien sûr, parce que Jacques de Tézac va distiller des maximes anti-alcooliques un peu partout, entre les affiches, jusqu'aux poutres. Marin rouleur, marin sans cœur. Où la porte du cabaret conduit à l'hôpital. Le projet de Jacques de Tézac entre en parfaite résonance avec les préoccupations hygiénistes de l'époque. Pour s'assurer du bon fonctionnement de chaque abri, le philanthrope en confie le gardiennage à un ancien pêcheur. Un marin pour venir en aide à d'autres marins, le philanthrope développe la solidarité maritime. Au Guilvinec, la pêche est encore l'activité essentielle du port. Sur les quais, la vie est rythmée par les marées et les retours incessants des bateaux. L'abri du marin, lui, est toujours là. Un repère avec sa façade rose. C'est aujourd'hui une médiathèque. Roger Guillamet est le petit-fils de l'ancien gardien. Ici, c'était l'appartement de la cuisine de mes grands-parents, parce qu'ils couchaient à l'étage. On voit ici les restes de leur cheminée. Le gardien, mon grand-père, devait organiser les jeux, parce qu'il y avait des jeux, il y avait des concours, et donc il était garant de la bonne organisation. Et là, on le voit, il s'agit certainement d'un concours de chant, mais c'est une photo très très émouvante, et mon grand-père est en tenue de marin-pêcheur.
J'avais une grande affection pour mon grand-père et c'était un homme très très bien qui m'a laissé des souvenirs, toujours de bons souvenirs. Et je crois qu'il était apprécié des marins parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans l'accueil des marins, quoi. C'était pas quelque chose qui était imposé. Et je crois que les marins étaient heureux ici. Entre 1900 et 1940, 14 millions d'entrées sont enregistrées dans les 15 abris du marin. L'action humanitaire de Jacques de Tézac devient alors la plus importante œuvre de bienfaisance du monde maritime. À partir des années 50, les conditions de vie des marins s'améliorent. Les abris du marin perdent de leur nécessité. Les derniers ferment en 1985. Mais l'association décide de poursuivre son action. Aujourd'hui encore, elle attribue des aides aux familles de marins en difficulté. On était 5 copains d'enfance, il y en a 2 qui sont morts, ils habitaient juste à côté, ils sont morts en mer. Je n'oublie pas tous ces copains qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Donc on vit avec la mer et puis on pense mer et à partir de là on pense aussi solidarité. Et c'est important. Maintenant qu'on a mis le pied à terre, on peut passer à table et c'est au Népal, dans la vallée de Katmandou, qu'on a repéré la recette du jour, celle des momos, une spécialité tibétaine. Et je dis bien tibétaine et pas népalaise. Vous allez comprendre pourquoi grâce à Yeshi. Elle a l'air bonne. Il y en a combien? Donne-moi 1,5 kg. Ça fait presque 2 kilos. Je n'ai pas besoin de 2 kilos, juste 1,5 kg. Merci. J'ai acheté tous les ingrédients pour faire des momos. J'habite ici et nous allons préparer cette recette chez moi. Les momos, c'est un plat tibétain. Ça a toujours été un plat tibétain. Il y en a 2 types, avec de la viande et végétarien. On commence par la viande. On peut la hacher chez le boucher, mais je préfère couper en petits morceaux à la main parce que ça donne plus de goût. On a acheté de la viande de buffle. Il faut prendre de la viande maigre. Il ne faut pas que ce soit trop gras. J'ajoute un peu d'eau pour que la viande rende un peu de jus à la cuisson. Voilà, j'ai préparé la farce. Maintenant, il faut faire la pâte. Pour 1 kg de viande, il faut compter 1,5 kg de farine. Et on ajoute un peu de poudre à lever. Je vais faire des petits momos. Pour moi, les raviolis sont meilleurs lorsque la pâte est très fine. Il faut faire comme ça, comme ça, et comme ça. Si tu mets trop de viande, comme la pâte est fine, ça explose. En 1994, j'ai traversé le Népal pour aller en Inde, où j'ai passé 6-7 ans. Et après, je suis rentré à Katmandou. Moi, j'étais moine avant. J'ai passé 2 ans dans un monastère avant d'arriver ici. J'aimerais bien retourner au Tibet,
Mais les Chinois nous empêchent de le faire. Nous habitons ici avec une carte de réfugié népalaise. Les Chinois ne nous laissent pas rentrer. Mais même si on ne peut pas aller au Tibet, il nous restera toujours les délicieux plats tibétains. Voilà, on a fini. On va les cuire. Il ne faut pas oublier la sauce tomate. Les momos sont vraiment délicieux. Ils sont parmi les plats les plus importants de la cuisine tibétaine. Direction les États-Unis pour l'incontournable à présent. Si certains bâtissent des châteaux en Espagne, un milliardaire a fait déplacer tout un monastère d'Espagne sur le sol américain. On peut le voir désormais à Miami et l'histoire de sa reconstruction est folle. Regardez. C'est l'une des plages les plus célèbres des États-Unis, North Miami Beach. Corps musclés et plastiques avenantes s'y dorent dès les premiers rayons du généreux soleil de Floride. Au fil des heures, la chaleur pousse les lézards dans les bras rafraîchissants de l'Atlantique. Dans la capitale mondiale de la frime, même à l'heure de la baignade, l'important n'est pas de voir, mais d'être vu. Incontournable North Miami Beach qui cache un incroyable déménagement, lubie d'un milliardaire comme seule l'Amérique peut en créer. Paul George est spécialiste de l'histoire de Miami. Il nous replonge après la Première Guerre mondiale. Un vent de fantaisie souffle alors sur les États-Unis. Nous sommes dans le contexte des années 20. Il s'agit de la période la plus exubérante aux États-Unis jusqu'alors. On parle d'une décennie pendant laquelle on pensait que tout était possible. Un homme incarne à l'envi cette époque pionnière. William Randolph Hearst est un richissime magnat des médias, un collectionneur avide et baroque. Il fait l'acquisition par exemple d'une momie égyptienne ou de lunettes ayant appartenu à Benjamin Franklin. Il se fait bâtir sur la côte ouest une demeure à la hauteur de ses rêves. Hearst fait construire un grand château à San Simeon, en Californie. C'est un lieu spectaculaire, avec sa propre salle de cinéma, ce genre de choses. Il y avait toujours des grands dîners, un orchestre qui venait jouer, les gens dansaient, c'était fou. Mais ce grand château, qui est impressionnant, je peux vous le dire, ne suffisait pas. Hearst avait un goût pour les bâtiments anciens, et il en a importé du Pays de Galles, d'Angleterre ou même d'Espagne, toujours dans le but d'embellir sa propriété. Ce manoir fascine tant l'Amérique qu'il sera en 1941 le sujet du fameux Citizen Kane d'Orson Welles. À la même époque, en Espagne, on peut acheter de vieux bâtiments religieux, quasi abandonnés depuis des lois anticléricales datant des années 1830. Conseillé par un vendeur d'art, William Randolph Hearst tombe sous le charme du monastère de Saint-Bernard de Clairvaux, près de Ségovie. Une bâtisse du XIIe siècle. La communauté de moines qui l'habitait pendant des siècles a presque totalement disparu. Ce monastère, en 1860, soit près de 700 ans après sa construction, était presque abandonné. Il n'y avait plus qu'un moine dans les murs. C'était une ruine. Il s'effondrait à moitié. Il était à peine entretenu par le gouvernement espagnol. Et à la fin du 19e siècle, ils ont même arrêté de le financer. Donc il faut se figurer un lieu en décrépitude. L'impétueux milliardaire se dit que sa piscine californienne a besoin d'un nouveau décor. Il propose d'acheter l'immense bâtiment. Le gouvernement espagnol n'est pas mécontent de se débarrasser d'une structure à l'abandon. Un chantier pharaonique se met en place. Le monastère est démantelé en 35 000 pièces, soigneusement numérotées, empaquetées et rangées dans 11 000 caisses qui naviguent jusqu'aux États-Unis. À l'arrivée, une surprise attend le collectionneur.
Au moment où les pierres arrivent à New York depuis l'Espagne, on apprend que Ségovie a été frappée par un virus de fièvre afteuse très contagieux, porté par les animaux. Or, les pierres étaient protégées par du foin. Il y avait donc un véritable danger de contamination. Le gouvernement américain a alors ordonné qu'on ouvre toutes les boîtes et qu'on brûle le foin. Sauf qu'en remettant les pierres dans leur caisse, ils n'ont pas respecté le plan initial. Et ainsi, la pierre sortie de la boîte numéro 113 a terminé dans la boîte numéro 4, etc. Et il y avait un plan, un ordre. Chaque boîte correspondait à une partie du monastère. Tout cela a été détruit. La piscine du milliardaire va devoir attendre. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Frappé de plein fouet par la crise de 1929, la fortune de Hearst vacille et il doit abandonner son projet. Les pierres sombrent dans un long sommeil, quelque part dans un entrepôt de Brooklyn. Ce n'est qu'après la mort du collectionneur en 1951 que deux entrepreneurs ambitieux venus de Miami s'y intéressent. Deux entrepreneurs, William Edgmon et Raymond Moss, rachètent les caisses dans le but de reconstruire le monastère et d'en faire une attraction touristique. Nous sommes ici sur la West Dixie Highway. Et à l'époque, c'est l'autoroute principale pour entrer dans Miami. Sur ce site de 8 hectares, qui était un lieu de passage, ils sont certains que beaucoup de visiteurs vont affluer. Donc, au début des années 50, ils achètent les boîtes et les font venir ici, à North Miami Beach, pour reconstruire le monastère et ouvrir ce qu'ils prévoient d'appeler le Ancient Spanish Monastery. Un plan sans accroc. Les caisses sont acheminées depuis New York jusqu'à North Miami Beach. Mais les héritiers de Hearst ont omis de préciser aux acheteurs un détail. Lorsqu'ils ouvrent les caisses, ils réalisent que les pierres ne correspondent plus du tout à leur numéro de boîte, que tout est en désordre. Du coup, ils embauchent un homme du nom de Carswell, un architecte de renom, qui a pour mission de tout remettre en ordre. Il fait face au plus grand puzzle de l'histoire, et ça va lui prendre plus d'1 an et demi pour reconstituer le monastère. Et il commence par disposer chaque pierre au sol, un peu comme un immense jeu de Lego. 1,5 million plus tard, soit l'équivalent de 24 millions de dollars actuels, le Ancient Spanish Monastery ouvre enfin ses portes. La promesse, visiter l'un des plus vieux bâtiments présents sur le sol américain. Mais là encore, tout ne se passe pas comme prévu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois le monastère construit, le succès n'est pas au rendez-vous. En fait, la West Dixie Highway est vite supplantée par d'autres routes. Les touristes qui affluent à Miami passent loin de la Dixie Highway. Et finalement, ils ne s'aventurent plus du tout dans ce quartier. Résultat, l'affluence du monastère est vraiment très décevante. Finalement, ils vont revendre les lieux au diocèse épiscopal de Floride du Sud en 1964 pour une bouchée de pain. Entouré aujourd'hui par une zone résidentielle, le monastère a retrouvé sa vocation originelle, être un lieu de culte. Quelques touristes arpentent encore ses couloirs et se prennent en photo dans ce décor vieux comme Notre-Dame de Paris. Mais certains détails indiquent qu'on est bien en Floride. Il est aussi question de pierre et de construction dans la devinette aujourd'hui. Je vous demandais comment les premiers habitants de l'île de Pâques s'affrontaient-ils. Eh bien, selon certains chercheurs, ils le faisaient en érigeant des moailles. Ces immenses statues représentent des esprits protecteurs ou des ancêtres chargés de veiller sur les villageois. On en compte plus de 900 sur l'île et certains pensent que s'il y en a autant, c'est parce que les chefs de clan s'en servaient pour asseoir leur puissance. C'était à celui qui construirait la plus grande. Aujourd'hui, ces moailles sont toujours entourées de mystères puisque certains scientifiques affirment qu'ils servaient aussi à marquer les sources d'eau et à fertiliser les sols. Et voilà, Invitation Voyage, c'est fini pour aujourd'hui, mais préparez-vous à redécoller dès demain. Bis bald!